Alors, mesdames et messieurs, je suis ici avec la grande pianiste Anne Kefelec, parce qu'ensemble, on va faire une causerie à Gaveau le 3 mars à 12h30. Hein, et on va parler... on va parler piano, quoi. Par exemple? On va parler piano, on va parler compositeur. Pourquoi t'as fait du piano? T'aimes bien l'instrument, le piano? Ah oui, oui, oui. C'est comme un bateau, ça m'emmène très loin. Tu vois ça un petit peu? Non mais t'entends ça à la salle, non, mais à la salle Gaveau, on va voyager sur les mers, sur les grands océans, tu vas faire des grands voyages, j'adore. Il y a un compositeur que tu as envie de parler plus que d'autres? Non, tous, tu les aimes tous? Je les aime tous, oui, mais j'ai quand même mes chéris. Ah, et on va parler de ces chéris. Eh oui, et moi aussi, peut-être, je pourrais même peut-être jouer du piano. Qui sait, peut-être je pourrais te montrer un petit peu ma technique. Ah, tu pourrais me donner un petit coup? Oh, oui, en public, comme ça? Ah oui. Faut déboîter. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venu, d'avoir affronté comme ça, de ne pas avoir eu peur de venir. Là, ce sont c'est les derniers qui sont encore en bonne santé qui sont là, peut-être. Non, mais franchement, on est d'accord. C'est presque louche. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a traversé l'esprit. Je me dis, il y a un petit peu des petites conjonctures, un petit peu sympa, là. Bon. Enfin, voilà. Donc, merci beaucoup d'être venus. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus? Bah, j'imagine qu'il y en a Voilà, oui, bon. Voilà, bon. Mais il y en a des nouveaux. Bah, voilà, et voilà. Donc, en fait, bienvenue à cette cinquième causerie. Cinquième causerie, on a commencé au mois d'octobre, hein. Enfin, pour ceux qui sont pour la première fois ici, on a commencé le 1er octobre la Tech de Serre, on a eu après M. Étienne Klein, on a eu la Dame Juliette, on a eu Hubert Reeves, alors aujourd'hui nous avons... Oui, je préfère encore... J'ai une petite introduction. Alors ce que je voulais vous dire, c'est merci d'être venus à cette heure indue. 12h30 avec des gargouillis plein l'estomac, je suis sur ta faim, mon gamin, t'as faim, vous avez faim? On fait gaffe à tout, de toute façon on n'a même plus faim maintenant. Même avoir faim, c'est prendre un risque, hein, donc... Donc, pour venir écouter cette causerie avec des gargouillis dans le ventre, mais quoi de mieux que la nourriture de mes amis sachant qu'une nourriture sans pesticides, sans phosphate, sans glutamate, sans nitrate, sans coronavirus, sans 49.3, une vraie nourriture nourrissante. Alors je vous demande immédiatement, tout de suite, d'éteindre vos machins. Ah non, mais il ne faut pas que ça sonne. Ah non, mais il y a des moments où ça peut sonner, mais alors là, non. Là, je vais le prendre. Non, là, non, regardez la bête. Non, vraiment, donc vous avez éteint vos machines, hein, j'imagine. Hein. De toute façon, celui qui ça sonne, eh ben, on va le savoir vite. J'ai le grand honneur, la joie en immensité, mesdames et messieurs, d'accueillir pour cette causerie à Gaveau la grande, l'immense, la sublime Anne Kefelec. À la japonaise, maintenant. Ah mais oui, hein, on se touche plus. Hein, voilà. Ceci dit, ça a de la classe, hein, tu trouves pas? Hein? Absolument. Toi qui joues souvent au Japon. Oui, justement, là, c'est bon, je suis rodée. Attention, attention, j'ai mis des roulettes. Ça, c'est pas japonais du tout. Ah alors. non, pardon, excuse-moi, tu veux que j'aille... On peut enlever les Il n'y a roulettes? pas d'antidérapant, ça fait rien. Attention. Moi, Oui, ça y est, j'ai compris. Disons, je vais commencer direct comme ça. Est-ce que le public japonais, l'écoute n'est pas la même que, par exemple... L'écoute est extraordinaire, et tellement extraordinaire quelquefois qu'on se demande s'il y a quelqu'un dans la salle. Mais une fois qu'on a compris que oui, ils écoutent avec ferveur, et qu'en fait ce silence, il n'y a jamais de téléphone portable, jamais de tout. Ce qui est inouï, parce qu'on finit par se demander justement s'ils ont des cordes vocales différentes, où ça se passe, là, dans leur glotte nippone. La glotte nippone. et en fait, après, c'est là où c'est très touchant, on voit, ils veulent rencontrer l'artiste, et là, étonnamment, et je pense que ça va être un grand sacrifice pour eux, ils désirent serrer la main de l'artiste. Pour eux, qui ne se touchent pas justement d'une façon générale dans leur vie sociale, là, ils touchent, faisant ce geste, c'est pour eux une espèce de signe de respect
pas forcément vis-à-vis du musicien lui-même, mais de la beauté, de l'art, de la musique. Pour eux, il y a vraiment une espèce d'émerveillement. À ce moment-là, quelque chose d'un peu enfantin, quelquefois même dans leur réaction. Ils n'ont pas peur, comme en France, souvent, on a peur du ridicule. Alors, des choses qu'on ne va pas dire comme ça, même après un concert à un musicien. Eux, ils cherchent à trouver les mots justes. Ils sont capables de quelque chose de très personnel. Ils sont capables de vous faire un petit haïku, vous savez, les petits poèmes comme ça. T'en as eu à la sortie? J'en ai eu une fois une dame qui a dit « J'ai plongé dans l'eau de votre âme » après le concert. Et... Oh, regarde, il y a de l'appréciation. Oui, justement. Je me suis permis de penser qu'en France, jamais personne ne pourrait dire « J'ai plongé dans l'eau de votre âme » après un concert. Et mais vous pourrez, hein, maintenant, vous avez la phrase, vous pourrez. Hein. Vous y êtes invité. Mais on peut changer, c'est vrai, vous avez le droit de changer, public français, vous avez le droit. J'ai plongé dans l'eau de votre âme, c'est magnifique, j'espère qu'elle est ressortie. Oui, elle est ressortie. Elle n'est pas dedans. Sors. Est-ce que tu veux un thé maintenant, tu veux un petit thé maintenant? Non, je prends une petite gorgée d'eau. Une petite gorgée d'eau, d'accord. Voilà. Parce que sinon j'ai du thé, tout ça. Vous avez faim parce qu'il y a une banane. Si jamais, effectivement, il y a quelqu'un qui est un petit peu en hypoglycémie, je balance la banane, elle est mûre, elle est un petit peu... Et vous ne savez pas que la banane, c'est la nourriture, l'aliment du concertiste. Hein. Avant le concert, il n'y a rien de tel qu'une banane. Donc ça, tu la veux? Pour l'instant, ça va. C'est vrai? Tu manges des bananes avant? Oui, je demande toujours aux organisateurs de concerts, il faut thé vert, fruits secs et banane dans la coulisse. Voilà. Vous avez déjà... J'ai pas fait exprès, elle est là à chaque fois. D'ailleurs, c'est la même depuis le mois d'octobre. Ça commence à se voir, en effet. Alors, Anne, pourquoi le piano? Pourquoi le piano? Pourquoi le piano? Parce que quand tu vois ce monstre-là, tu dis quand même... C'est pas un monstre, c'est un grand meuble d'une certaine façon, c'est vrai. Par rapport aux autres instruments, il est très spécial dans la mesure où on ne peut pas le prendre dans ses bras, il ne peut pas être le prolongement du pianiste puisque au moment des concerts, où que nous allions, nous devons nous adapter aux partenaires. C'est l'avantage dans le train, ceci dit. Ça ne prend pas de place dans un train, vu que tu n'en as pas avec toi. Ça ne prend pas de place dans le train et on n'a pas peur qu'on nous le vole. Alors qu'en effet, les violonistes, les violoncellistes, ils sont là tout le temps avec leur boîte à veiller dessus. Normalement, comme en effet, c'était une partie d'eux-mêmes, donc, et qui vaut très très cher, parfois plus cher qu'eux-mêmes. On va pas en parler. C'est une angoisse pour eux. Alors que nous, en effet, nous n'avons pas ça. Mais en revanche, on doit, quand on arrive dans la salle et qu'on joue le soir et on arrive en début d'après-midi, il faut faire copain avec l'instrument. C'est vrai? Il faut faire avec, oui. Copain, il faut l'apprivoiser. Et à chaque fois, c'est différent. Il faut l'apprivoiser aussi dans l'acoustique du lieu, dans le... C'est pas commencé, rentre, c'est pas commencé, excuse-moi. Et quoi qu'il arrive, en effet... Comme tu dis, il faut à la fin copain dans un sens, oui. Mais tu arrives à l'amadouer, c'est toi qui changes ou c'est lui que tu arrives à... passer par-dessus ses défauts. C'est-à-dire, le piano, c'est un instrument très, très imparfait, très humain, parce qu'il est très compliqué dans sa constitution. Il y a une infinité de pièces. Je devrais savoir le nombre précis, je ne l'ai pas. Mais par rapport à un violon, je crois que c'est 24 ou 28 pièces assemblées qui constituent un violon. Donc, plus c'est simple, plus c'est proche de la perfection. Tandis que lui, vous achetez un piano, dans les 5 minutes, il a déjà perdu de sa valeur, parce qu'il ne se bonifie pas avec le temps. Et puis, même quand on l'achète, un piano d'occasion, ce n'est pas comme un Stradivarius d'occasion, c'est pas pareil. Et, en général, les grands instruments à cordes, au contraire, on considère, quand ils sont bien entretenus, qu'ils se bonifient avec le temps. Ça, c'est pas de la corde, de la valeur. Ça, c'est pas de la corde. Parce qu'il y en a dedans, j'en vois, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, ce sont des cordes, oui. Mais c'est pas un instrument à cordes, ça? Si, tu as raison, c'est beaucoup plus pour moi un instrument à cordes qu'un instrument à percussion. Je n'aime pas l'idée qu'on a casé le piano dans cette catégorie. Vous saviez ça, que c'était un instrument de percussion au niveau de la nomenclature internationale? C'est dans tous les livres, oui, les classifications d'instruments, instruments à percussion. Et
Et oui, mais alors justement, il y a aussi, il faut dire, beaucoup de pianistes qui peuvent être excellents virtuoses, mais qui le traitent comme tel et devient sous leurs doigts un instrument à percussion. Moi, j'espère ne pas me ranger dans les percussionnistes. Je préfère... C'est drôle, hein, quand même, hein. Tu penses qu'il y a des pianistes qui ont fait classique comme toi et qui prennent ça? Non, c'est ceux qui font le jazz et tout ça. Ah non, il y a une jouissance du bruit peut-être aussi, et puis de l'explosion physique sur un clavier. Ça peut aussi se comprendre dans certains répertoires, mais si on fait ça avec Mozart ou Beethoven, enfin avec les grands classiques, c'est le prix qu'on paye, où on sacrifie le chant, la beauté du son, c'est terrible. Ça, il faut absolument... il faut que l'oreille soit toujours aux aguets. J'adore ce que tu dis, j'adore. C'est pas en retard, prends ton temps, madame, mais vraiment tranquille. Viens au premier rang, on va pas te voir, tranquille. En plus, elle va pas se mettre au milieu, non, c'est bien. Ah, j'adore. Ah non, mais alors, donc, le piano, effectivement, pour toi, c'est à la fois, t'as pas le trimballer dans le train. Bon, ton achat tout neuf, il vieillit très vite. Oui. Il n'y a pas de bonification. Enfin, il n'y a pas de... Oui, enfin, mais en même temps... Oui, quand même, oui, c'est vrai, mais ça, c'est... Comme nous, c'est-à-dire, à la fois, on se dégrade et on s'enrichit, peut-être. Enfin, peut-être qu'on peut imaginer ça, qu'on peut... Oui, bien sûr, moi, je pense que sinon on perd tout si on n'a pas ça. Si on n'est pas en train de se dire que en vieillissant, on est meilleur... Alors là, il n'y a rien à... Non, il n'y a rien. Ah non, là, il n'y a rien à sauver. Hein. Mais alors, t'as jamais voulu faire un autre instrument ? En fait, tout simplement, il faut dire, je n'ai pas évidemment choisi le piano parce que je me suis dit que c'était plus simple dans les transports. Je ne me suis pas dit... Oh là non, pragmatique petite, hein, déjà. Non, c'est parce que tout simplement, ma mère jouait très bien, elle avait une très sérieuse formation et de chanteuse et de pianiste, et il y avait un piano à la maison. Il y avait, dans notre appartement, il y avait des livres et un piano, voilà. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de... Pas de frigidaire ? Non, il n'y avait pas de radio, pas de télé, le péché suprême, c'était la télévision. Ah non. Mais ça va très bien. Je m'en réjouis presque rétrospectivement maintenant d'avoir été éloignée de l'écran. À ce moment-là, il n'y en avait qu'un. Maintenant, il y en a une multiplicité, les écrans. Et puis des chaînes, et puis voilà, oui, non, voilà. D'accord. Mais alors, il y a frigidaire... Oui, il y avait la fenêtre, il y avait le bord de fenêtre. Absolument. Mais le frigidaire est arrivé quand j'avais 15 ans à peu près. Ce qui fait que enfin, t'as mangé un yaourt à 15 ans. Non, ça joue plutôt. Mais on était peut-être moins regardants sur les dates de péremption en ce moment-là. Quoi qu'il en soit, je me souviens, et c'est quand même un souvenir fort, de l'arrivée solennelle du frigidaire dans l'appartement. Alors, c'était là. Vous avez enlevé le frigo, le piano, et vous avez mis le frigidaire. Quand même pas. Il y avait quand même pas. C'est vrai, c'était le résultat d'un combat de ma mère qui trouvait qu'il fallait qu'il y ait un petit peu de modernisme qui entre dans la famille. Voilà. Et que peut-être, en effet, sur le plan pratique au quotidien, ça rendait bien des services. Un frigidaire, quand même. Enfin, ça dépend ce qu'on y met dedans. Mais alors, tu veux un petit peu de thé maintenant, toujours pas? Non, tout ça. D'accord. Non, c'est pas grave, j'ai fait exprès de l'eau chaude, mais quelqu'un veut du thé, non? Et alors, donc, le piano, il était là, donc tu t'es assise devant, tu as joué comme ça, tu as imité ta maman, et puis après, tu t'es dit, bon, bah, c'est ça ma voix. T'as voulu faire autre chose, petite? T'avais un autre métier? C'est vrai que ça a coulé de source d'une certaine façon. C'est étrange quand j'y repense. Je ne me suis jamais interrogée sur qu'est-ce que je ferai plus tard. En fait, ce que je répondais quand on m'interrogeait là-dessus, parce que j'avais des formidables professeurs qui faisaient donc gravir certaines étapes sans doute assez facilement. Et je disais, je voudrais être pianiste dans la semaine et fleuriste le dimanche. Donc, c'est humble, moi je trouve. C'est surtout une totale, évidemment, méconnaissance de l'un et l'autre de ces métiers. La pauvre fleuriste, elle ne peut pas le piano, elle a les mains gercées, forcément elle a des crevasses, donc elle devrait... Il paraît que c'est un métier difficile. Il y a des fleuristes dans la salle? Il paraît que c'est un métier difficile, hein? Oh ben oui. C'est physique, hein? Très. Autant que le piano, sauf que ta main... Ah ben tu pouvais pas faire les deux, c'est sûr que tu serais abîmé les mains. Alors les fleurs, je les ai sur la scène quand on m'en offre. Il y en a? Il y en a de temps en temps. Non, il y a une banane, simplement. Non, il aurait pu y avoir quand même des gens un tout petit peu subtils qui seraient venus avec un bouquet de fleurs, avec une phrase, un petit haïku à dire à la fin. Ça se perd. J'ai plongé dans votre âme. Voilà. Non, c'est vrai. Je suis désolée, vraiment j'ai honte pour eux,
Non, je taquine, je taquine. Non, mais c'est ce qui est étonnant. Enfin, parler de ce métier de pianiste, c'est pas un métier d'une certaine façon, parce qu'évidemment, comme toute activité artistique, c'est une passion. Et donc, inutile de vous dire que la retraite, il n'en est pas question. Pas question, surtout pas de retraite pour les musiciens. Ça vraiment, c'est pas possible parce que ça fait partie du besoin vital. On se constitue avec cette passion aussi, et qui est à la fois dévorante et nourrissante. Et en fait, néanmoins, le métier, le choix de cette voie professionnelle de musicien, il n'y a pas de modèle, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas un plan de carrière. Quand parfois on m'a interrogé là-dessus, comment vous aviez, est-ce que vous aviez un plan de carrière? Déjà, je déteste le mot carrière, et parce que je trouve que c'est un mot dur. Pour la pierre, ça va, pour le granit, ça va. Quoi. Exactement. Pour la craie, quoi. Oui, et on s'y blesse si on essaie de tailler le granit, de grimper sur une surface granitique. Enfin bref, ça me suggère des images en effet qui sont violentes et dures. Et en fin de compte, j'ai davantage la métaphore de la navigation. Je vois plus on embarque, on suit éventuellement les courants quand ils sont bons, même quand ils sont mauvais, il faut lutter contre. Il y a ou pas le vent qui souffle dans la voile, ou alors il y a calme plat, il y a des requins, il y a des tempêtes, et puis il y a aussi des moments d'émerveillement devant ce qu'on traverse, devant ce qui vous est donné. On croise aussi d'autres bateaux. Ça, c'est très intéressant aussi de croiser. Un pétrolier, oh non! Donc c'est... Ah, je ne pensais pas à ça, non. Je pensais toujours à la marine à voile ou à rame, parce que de temps en temps, il faut ramer. Quand il n'y a pas de vent, hein, il faut bien ramer. Donc, il n'y a pas de moteur sur ton machin. Fait, là, vous avez compris que l'ascendance bretonne et mes vacances d'enfant, elles sont évidemment à l'origine de cette métaphore. Mais même le fait qu'il n'y a pas... J'ai un cap. Grosso modo, j'ai eu depuis le début une sorte de cap, mais au fur et à mesure, voilà, on n'a pas le contrôle de tout ce qui vous arrive naturellement. Le paysage change sans prévenir, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais souvent le pire, il t'a fait avancer. Quand tu dis pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que dans ta navigation, oui. Dans ta navigation, il y a eu des moments où tu dis, tiens, tu étais devant un rescif, on appelle ça un rescif. C'est l'esquif qui est devant le rescif. Un caillou? Le resquif, ça doit être un autre bateau qui n'est pas gentil, j'ai pas... j'ai raté. Un pernicieux. Voilà, mais en même temps, je fais de la poésie. Moi, je fais mon petit... T'es devant un resquif. Très bien. Et ce resquif, en fait, il t'a fait dire, tiens, finalement, tu es utile, resquif. Parce que tu me permets finalement d'aller voir Mozart plutôt que d'aller vers Chopin où je pensais aller, des trucs comme ça. Non. Oh, bah si c'était choisir entre Mozart et Chopin, non. Tu choisirais entre Mozart et Chopin, toi? Ah, bah non, je ne choisis pas. C'est-à-dire qu'on a des... Qu'on le veuille ou non, il y a quand même des affinités avec certains univers plutôt que d'autres. Et on le découvre au fur et à mesure justement du parcours. On s'aperçoit que tiens, ce jour-là, on est allé vers un concerto de Mozart, alors qu'on aurait peut-être pu le choisir la musique russe. Là, en fait, je me suis écartée de la musique russe, non pas que je ne l'aime pas, et il y a des œuvres absolument merveilleuses de Prokofiev, Rachmaninov, Tchaïkovski, etc. Mais comme le piano, justement, ce meuble que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est un orchestre en miniature. Et on a parlé de certains de ses défauts, enfin, le défaut entre guillemets, le côté de percussion, et puis le fait que je ne puisse pas le prendre ça, les Russes, c'est de la percussion. Hein. Les Russes, à Shostakovich sur piano, c'est de la percussion. Hein. Enfin... Quand je le joue, personnellement, c'est de la percussion. Stravinsky, Prokofiev, ça peut être de la percussion, mais Rachmaninov et Tchaïkovski, il faut chanter. Donc tu en as quand même joué du russe? J'en ai joué très 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 peu. Et on ne peut pas tout jouer au piano. Et on doit faire des choix dans ce répertoire. Tu es devant une montagne de chefs-d'œuvre, un Himalaya de beauté. Alors maintenant de plus en plus, mais quand même assez vite, on regarde sa montre, on dit bon, grosso modo, là, par où j'attaque la montagne.
là, il y a Mozart, là, il y a Bach, Beethoven, la musique française, ça s'en va dans tous les sens. Et c'est grisant, mais tout de même, je trouve quand même que les pianistes devraient avoir droit à un peu plus de temps. 2 siècles, ce serait bien. Oui, il faudrait qu'ils vivent. Il y a un humain qui doit vivre plus longtemps, c'est le pianiste. Bah, oui. Les autres, 80, 90 ans, ça va, mais le pianiste, non, 200. Ça serait bien, hein? Oui, mais est-ce qu'il y a des trucs nécessaire parce que c'est pas le temps. Inépuisable et en plus au fur et à mesure qu'on avance, plus on avance, plus au fond on a la perception de la beauté de ce paysage. Elle ne s'amoindrit pas avec les années, au contraire. On est là, on dit, ce que c'est beau. Alors c'est beau, souvent, alors les chefs-d'œuvre en plus sont inépuisables. Tu ne veux pas les jouer une seule fois, tu les rejoues. Et comme la musique c'est du temps, à chaque fois c'est une métamorphose. On peut jamais jouer. Qu'est-ce que tu veux dire, la musique c'est du temps? C'est du temps et du silence. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est ça. Sculpture de temps et de silence, la musique. Attends, prends un petit temps, il faut l'assimiler, ça. La musique, c'est de la sculpture de temps et de silence. Alors moi, je décolle. Parce que ce sont des sons, mais pour que ces sons soient écoutés, il faut qu'il y ait le silence. Et ensuite, ce silence va prendre la forme donnée par les sons. Et je remercie, et je vous remercie naturellement, vous en particulier, d'être venu aujourd'hui, mais je remercie aussi le public qui va au concert, parce que le silence que fabrique une salle à travers la présence des auditeurs n'est pas du tout le silence d'une salle vide. Quand la salle Gaveau est vide, en général, on n'a pas forcément de frisson. Alors qu'on dispose même une dizaine de personnes. Déjà, le fait d'être écouté, c'est très mystérieux. Pourquoi est-ce que le fait d'être écouté vous porte, vous inspire, qu'il y a quelque chose qui est transmis à travers les ondes qui circulent entre nous? C'est incroyablement mystérieux et c'est de l'ordre, non pas, on en est saturé de la communication à tout va, c'est absolument terrifiant, mais dans les salles de concert, c'est de l'ordre de la communion. A priori, vous ne vous connaissez pas forcément tous les uns les autres. Et puis là, on est tous ensemble, et moi non plus, je ne vous connais pas, enfin, mis à part quelques personnes. Et autrement, il y a tout à coup une espèce de réunion qui se fait, une forme de fraternité, je trouve. Et c'est un trésor, ça. Et parce qu'en plus, c'est aussi... Alors, je disais que c'était une sculpture de temps et de silence, et il y a une autre dimension dans la musique qui, pour moi, est très, très précieuse à défendre à tout prix, plus que jamais, c'est de l'invisible. Donc, jusqu'à nouvel ordre, on ne voit pas quelqu'un dans une salle de concert se prendre en selfie en train d'écouter une sonate de Beethoven. C'est une idée, ceci dit. Hein. On voit malheureusement quand même des personnes qui photographient ce qui se passe sur la scène. Mais en tout cas, c'est de l'invisible. Et c'est donc, du coup, une forme de liberté aussi. C'est le fort intérieur de chacun qui s'en va et qui lui aussi navigue quand il écoute un musicien. Et je ne dirais pas vogue la galère, vogue le navire. La galère, c'est mal joué, mais sinon on est mis en contact avec une autre dimension de soi-même aussi. D'ailleurs, Schopenhauer, je l'ai pas apprise par cœur. Il était musicien, Schopenhauer. Hein, c'était un pianiste, non? C'était qui? Flûte. C'est un grand flûtiste. Mais il a fait autre chose non plus. Non, parce qu'en même temps, j'avais encore une sous-question. Et je commence par la sous-question, je commence par la phrase de Schopenhauer. Il y en a tellement, il y a tout ça. Écoute, voilà, parce que tu dis la montagne, l'Himalaya et tout ça, oui, tu prends des machins. Est-ce que par exemple, il y a quelque chose où tu dis à 25 ans, ça, non, moi ça, vraiment, alors ça, lui, là. Et maintenant, et alors, des années après, tu dis, ah, lui, je suis prête pour lui. Il y en a un? Je te parle des musiciens, des compositeurs. Oui. Non, je me dis jamais, je suis prête pour lui. Je me dis jamais ça. Il est prêt pour moi, non. Peut-être je vais pouvoir aborder ça, mais je me suis jamais interdit de... Ah non, puisque tu as dit à 25 ans, je me suis jamais interdit d'aborder telle ou telle œuvre si j'en avais envie. En revanche, après, au fur et à mesure du temps,
justement les œuvres que j'aimais, je les retrouvais comme des sortes de rendez-vous que j'avais. Qui retombe par hasard, que tu décides pas, tout à coup il revient dans ta vie, lui. Il y a une sonate de Beethoven en particulier, son avant-dernière sonate que j'ai jouée à 20 ans, et je l'ai jouée très régulièrement avec des passages de temps où ça s'arrêtait, et où je la perdais de vue ou d'ouïe, comme on veut. Et puis je savais que je pouvais la retrouver quelque part dans ma tête. Ça, c'est aussi le miracle de la mémoire, parce que c'est aussi quelque chose qui est lié au temps. Ça, Dieu sait que Proust a si bien parlé de ça, mais on peut détruire la Pietà de Michel-Ange, on ne peut pas détruire une sonate de Beethoven. Inattaquable, puisque c'est immatériel. Donc, encore mais voilà. Alors, quand elle revient vers toi, il y a Schopenhauer qui nous attend. Ah oui, il y a encore Schopenhauer. On s'est touché la main, au secours. Oh mince, quelqu'un a un machin, un fluide... Ils sont en rupture. Oh, il n'y a pas que ça qui est en rupture, à mon avis, avec ce truc, hein, parce que l'intelligence est un peu en rupture aussi. Non, mais alors, la phrase de Schopenhauer, tu vois... Est-ce que tu as eu la sous-question, c'était... La sous-question, c'était ça, en fait. Voilà. Et donc, quand il revient à toi, l'avant-dernière sonate de Beethoven, quand elle revient à toi parce qu'elle a un autre truc à dire que tu n'avais pas vu l'autre fois. Par exemple, comme question intelligente. Oui. C'est pour ça, tu sens qu'elle revient. Ah, là, excuse-moi, il y a Beethoven qui vient. Excusez-moi, Madame Anne Kefelec. J'entends pas, il faudra parler fort. Là, il me semble que la dernière fois, vous avez un tout petit peu raté mon petit largo andantino. Je dirais pas ça. Au contraire, je pense que c'est ça. Encore, alors, désolée, mais je vais répondre encore. Sous la sous-question, il y a une sous-réponse. Et je me suis souvent dit que le créateur lui-même, le compositeur lui-même, au fond, une fois qu'il a écrit la dernière note, c'est fini, le chef-d'œuvre est là, constitué, cette œuvre existe en dehors de lui, elle va vivre sa vie d'œuvre et d'une certaine manière, elle lui échappe. Et je pense que justement, la musique, c'est le seul art triangulaire en quelque sorte. Où il y a besoin, pour que l'œuvre vive, existe, il faut qu'elle sonne, puisque ce sont des sons, la musique aussi. Donc, obligatoirement, ça passe par des interprètes, par des personnes qui vont les jouer. Donc, il y a une dérivation, il y a le public, l'interprète et le compositeur. Quand vous regardez un tableau, vous êtes direct, il n'y a personne entre vous et l'œuvre. Et là, donc, le compositeur peut certainement, l'humanité, disons, de l'interprète peut à la fois déformer et peut-être exalter et faire sonner autrement ce que le compositeur lui-même a imaginé en tant qu'interprète, parce que souvent ces grands compositeurs sont des interprètes aussi eux-mêmes. Et là, je pense que Beethoven, si on lui faisait défiler 50 grands pianistes à travers depuis qu'il est mort, qui ont joué ces grandes sonates, je suis sûre qu'à certains moments, il dirait: ah ben oui, alors ça, j'y avais pas pensé. Ah oui, ça peut sonner comme ça. Ah oui, parce que chaque fois, il y a une forme de métamorphose qui se produit. Et je suis sûre qu'il ne sait pas lui-même à quel point le potentiel de combien d'œuvres au pluriel sont dans cette œuvre. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que lui, quand il est sourd, vous saviez que Beethoven était sourd? Oui, connu, il était sourd. Très tôt, il a été sourd. Mais pas... Mais c'est ça. Mais justement, quand tu dis qu'il y a plusieurs interprétations, c'est comme Sully. Alors là, moi, je vais dire, oh là là, je sens que je touche quelque chose là. C'est comme s'il n'était que le passeur. Beethoven, peut-être. Oui. Entre Oui. Pourquoi elle a pouffé comme ça? Mais non, mais c'est pas bête. Il était le passeur. C'est pas bête. Merci Anne. C'est pas bête. Tu vois, moi j'ai aussi des Japonais qui viennent me voir après. Non, mais c'est vrai, si ça se trouve une espèce de connexion avec le cosmos. C'est comme s'il était, comme tu dis, entre le cosmos et l'humain. Oui. Et donc en fait, après ça se déverse et puis ça, vas-y. L'humain, où s'arrête l'humain? Oui, c'est nous traversons. Où s'arrête l'humain? Ah, ça c'est intéressant. Il faudrait qu'il s'arrête d'ailleurs. Peut-être qu'il y a une réaction nerveuse dans l'assistance qui trouve que nous sommes partis dans des considérations pas trop profondes, sérieuses, et peut-être que c'est un peu prise de tête et que vous avez besoin de... Tu parles de maintenant, ils ont besoin de quelque chose.
Peut-être que le rire parfois peut être une réaction nerveuse, on sait bien. Ah oui, il y a non, mais des vous êtes moments où on ne pardonné. devrait pas rire du tout, on se met à rire nerveusement, parce qu'on est dans le drame. Alors ici, on n'est pas dans le drame quand même. Non, pas du tout, pas encore. Non, mais Beethoven, pour venir à sa surdité, souvent je me suis dit que s'il n'avait pas été sourd, peut-être qu'il aurait été moins loin dans sa musique, dans son âme, d'une certaine façon, dans son génie. Je crois qu'il a poussé, il était enfermé par la surdité, ça enferme la personne, presque plus, dit-on, que la cécité. Et lui, étant enfermé là, donc condamné à une forme de solitude, je pense qu'il y a aussi le désir, à partir du moment où ça tombe sur quelqu'un qui a une telle force de caractère et ce génie, pousser les murs, élargir l'horizon. Et d'ailleurs, au piano, il occupe tout l'espace, d'extrême grave à l'extrême aigu, et plus on avance dans ses œuvres, plus justement il y a cette espèce d'occupation de l'espace qui se dilate d'une certaine manière. Et je pense quand même que, oui, lui, il a écrit Durch Leidenfreude à travers la souffrance. Désolé, vous allez devoir rire bientôt. Durch Leidenfreude. Nein, nein, es ist nicht funny. Non, mais qu'en dépit de la souffrance, la joie, l'hymne à la joie, c'est Beethoven. Ah, c'est ça, l'hymne à la joie. Oh, le pauvre gars. C'est lui qui a écrit l'hymne à la joie alors qu'il était oui. sourd. Oui, Respect. mais il aimait... Et oui, absolument. Mais il aimait la vie, il aimait follement la vie. C'est C'est ça l'hymne à la joie. Non, voilà, c'est pas la même tonalité. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves ça beau? Ah oui, je trouve ça beau, mais... Parce qu'on en a fait une espèce de truc de télévision sûr, un c'est petit beau. peu. Là, mais... Ah bah oui, mais qu'est-ce que ça, t'en penses, toi, qu'on récupère, qu'on dit, tiens, ça c'est pas la musique de la Banque Oui. Populaire? Non, c'est pas la musique de la Banque Populaire, ça. il y a eu pire. Comme la Banque Populaire, il y a aussi alors, je ne sais pas si j'ose le dire. Non, mais je me souviens... Ils ont payé, t'es obligé. Dans ma face, comme il y a des très jeunes dans la salle, je ne sais pas. C'est pas obscène du tout, mais je me souviens de certaines protections, pour dire. Voilà, protection féminine qui avait la marche de Nabucco, de Verdi. On ne voit pas trop le rapport, mais enfin. Ils sont formidables, les publicitaires, mais ils sont bien. La marche de quoi? De Verdi? De Nabucco. Nabucco. Il y avait Ah oui, enfin bref, là on digresse. Revenons à Schopenhauer. Oui. C'est incroyable. Ah non, mais sans vergogne. La musique, 2 points. C'est quoi son prénom à Schopenhauer? Michael? Non, Arthur. Arthur, évidemment. Comme mon deuxième fils, Arthur. Arthur Schopenhauer. La musique, 2 points. Un paradis familier, quoique éternellement inaccessible, parfaitement intelligible et tout à fait inexplicable. Ah oui, bravo. Bravo, Schopenhauer. Pour lui, pas pour moi. Hein. Moi, je suis une passeuse, pareil, je suis comme Beethoven, je fais passer. Hein. Ah, j'ai tellement de questions, hein, et en même temps, tu vois toutes les questions que j'ai pas encore abordées. On n'a qu'une heure. Alors, ah oui, par exemple, compléter, tu as envie de commenter? que, Oui, il faut commenter. Non, je vais juste commenter en ajoutant une autre citation de Shakespeare, William, puisque tu aimes bien savoir les prénoms, et dans une pièce en plus qui porte un titre musical, Mesure pour mesure, il parle de la musique et dit que la musique porte en elle un charme si puissant qu'elle fait d'un mal un bien et d'un bien une douleur. Et ça, chaque fois que je lis cette phrase, d'abord je me dis qu'il a vraiment mis le doigt sur quelque chose de tellement juste, et ça me fait penser à Schubert, ça me fait penser à... Et c'est vrai que ça fait partie du pouvoir inexplicable, comme dit Schopenhauer, de l'art. On voit aussi dans les musées des crucifixions, des piétas, des représentations de la douleur humaine absolument effroyables. On devrait s'évanouir, on devrait crier, et on est donc comme s'il y avait une espèce de transmutation de la douleur, de la souffrance dans une forme de beauté. C'est très, très mystérieux. Désolée d'être si... non mais ils ont faim, c'est bien, ça les nourrit. Non, c'est vrai. Ça fait partie de la magie de la musique qui, par sa beauté, est consolatrice. Je suis sûre que tout le monde sera d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Bien. Donne des forces. Ben oui, c'est consolatrice. Est-ce qu'il y a un... Elle répare.
Hein? Répare. Elle répare, tu oui, dirais. Elle répare souvent. Elle répare celui qui l'écrit ou celui qui l'écoute? Celui qui la joue, ça répare en fait. Parfois, oui. Alors, si on joue pas bien, non. Là, on est... Là, oui, non, ça... C'est pas que chemin de Qu'est-ce que rose, c'est bien joué, c'est pas d'ailleurs? que de l'émerveillement. Il y a bien des moments où on est en lutte avec soi-même, avec l'instrument, on n'y arrive pas. Ça t'est arrivé déjà? Ah oui, bien sûr, ça m'est arrivé Mais parce que tu n'avais pas pris dans le bon angle, le gars ou... Oui, pourquoi c'est parce qu'on touche à ses limites à ce moment-là. On a une espèce d'idée, d'une forme idéale qu'on voudrait donner à une œuvre. On sent qu'on est... C'est difficile à analyser parce qu'on se dit... C'est comme quelque chose le centre d'une cible. On est passé à côté, on est à côté. On sait qu'on n'était pas au cœur. Tu sais que tu n'es pas à côté. Tu sais que tu es à côté. Comment tu sais que tu es à côté alors que tu fais les vraies notes qui sont écrites sur le papier? Oui, ça tu sais que c'est à côté quand même. C'est intérieurement, pour soi-même, on est à côté. Alors, ce qui est troublant, c'est que souvent, le public ne réagira pas exactement pareil. Mais il est ignare, le public. Non, mais il reçoit autrement. Il reçoit autrement. Là. Chacun reçoit différemment, j'imagine, en plus. Oui. Mais non, mais quand tu dis que tu rates ta cible, c'est pas pendant les concerts, c'est quand tu travailles toute seule à la maison. Ah, c'est les deux, mais aussi dans les concerts, bien sûr, ça peut arriver. Même oui. Il y a à côté de ça des moments inexplicables aussi de grâce. De grâce, où tout à coup, c'est comme s'il y avait une espèce de totale légitimité à ce moment-là. Tout apparaît, il y a une forme d'évidence de l'existence à ce moment-là il est bon d'être là, voilà. Il est bon d'être. Et on ne se dit pas, on ne se le formule pas, mais on se sent exactement, enfin, là où il faut, c'est bon. Voilà. Vous avez ça aussi dans vos activités aussi, j'espère. Mais bien sûr. Chacun, il a ça, c'est bien de l'avoir. Mais avec la musique, effectivement, c'est tellement de travail. Et comment tu travailles une œuvre? Alors, tu décides, tiens, je vais de telle heure à telle heure. Je bois un thé, je fais un petit pot de sandwich. Ah non? De moins en moins. Non, j'ai beaucoup de mal à organiser mon temps de façon rationnelle. Non, c'est assez fantaisiste. En revanche, au fur et à mesure que la journée avance, j'aime beaucoup travailler le soir, la nuit. Là, l'idée que le jour doit se terminer, je n'ai jamais aimé ça. Donc, je prolonge. Donc, tu le prolonges. Voilà. Et quand il revient au petit matin? Et puis le fait qu'il soit noir autour, enfin, qu'il y ait la nuit, j'aime beaucoup travailler là. Oui. Depuis tout le temps, ça? Enfin, depuis... Ça augmente avec les années. Ah, je ne suis pas du matin du tout. Mais ça, beaucoup de musiciens, c'est comme ça. Beaucoup. Parce les écrivains sont du matin, mais les musiciens sont du soir. C'est vrai que c'est connu que les écrivains sont du matin. On s'en fout, parce que ce n'est pas le sujet, mais après, je voulais le dire. Pareil, c'est mieux d'écrire le matin, mais effectivement, parce que peut-être, les compositeurs, peut-être ils seront mieux. On s'en fout aussi de ça, donc c'est pas la peine de parler. Mais alors, ça te prend beaucoup, par exemple, tu décides, tiens, c'est l'année Beethoven, vous le saviez, les 100 ans de Beethoven. 250. Elle n'a pas révisé? Non, j'ai un peu honte, là, j'avoue. C'est les 100 ans des 150 ans de Beethoven. Bravo. Absolument. Et donc, je vous en prie. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, d'ailleurs? Ah oui, donc, j'imagine que tu as travaillé exprès du Beethoven, parce que c'est 250, des 2500 ans de Beethoven. Donc, ça veut dire quand tu décides, tiens, je vais travailler une œuvre de telle heure à telle heure, pas telle heure à telle heure, mais ça veut dire quand est-ce que tu sais que tu es prête et que tu peux la jouer? Quand c'est que tu as fini de la est-ce que tu as fini un jour de la travailler, quoi? Bonne question. Bah, évidemment, elles sont toutes bonnes en général, quand même. Non, mais vraiment, c'est une question. Quand est-ce que... Bon, là, ça suffit, là, ça va. Ça dépend ce qu'on entend par le travail, parce que l'apprentissage des notes, en effet, de pouvoir fermer la partition, de savoir qu'on l'a engrangé dans sa mémoire, c'est une chose. Ensuite, se l'approprier, vraiment, la faire sienne, c'est sans fin, et tant mieux, parce que si un jour on devait se dire, bon, voilà, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris de cette pièce, j'en ai fait le tour. Ça veut dire que ce n'est pas un chef-d'œuvre, ou alors c'est soi. C'est ça la différence avec les chefs-d'œuvre, c'est intéressant, c'est que tu en as fait le tour, un truc. Non, ça j'ai fait le tour, ça c'est bon. Oui. Là, bah non. Ah oui, c'est ça, c'est comme là, tu es toujours devant l'Everest. Mais tant mieux, parce que c'est vrai que parfois on se dit, justement, on sort de certains concerts où on a eu l'impression qu'on était en état de grâce. Et on se dit là,
ça y est, j'ai compris. Mais le lendemain, ça peut vous échapper à nouveau. Donc, c'est fugace. Et au fond, probablement, à un moment, je trouvais ça très difficile à accepter. Maintenant, je trouve que c'est mieux, dans le fond, parce que une fois qu'on atteint un but, on n'est pas dans la quête, on n'est pas dans l'espoir, on n'est pas dans... il faut oublier ce que tu as fait quand même. On est moins motivé pour avancer, parce que mais oui, si on l'a eu, on l'a eu. C'est bon, bien d'avoir toujours un truc devant, ça ne s'arrête jamais. Ça vous garde... Bon, avoir faim, c'est... Enfin, oui, pas évidemment pour tout, pas. bien sûr. À cette heure-ci, c'est pas bien de dire ça, peut-être. T'as faim un peu? Non, pas une du banane, tout. Hein, si tout va bien. mais ça a ses bons côtés d'avoir faim. Mais c'est ça, mais en fait, c'est-à-dire que quand tu as réussi une œuvre, après je vais me mettre au piano parce que je sens que vous êtes impatient. Je vais m'y mettre. Pourquoi tu ris? Pour faire comme eux, pour éviter. C'est contagieux le rire. Hein? C'est contagieux le bah rire. Oui, bah oui. Contrairement à ce machin qu'on nous fait croire que tatati tatata. On est d'accord. Petite parenthèse, à les refermer. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand tu dis, tiens, aujourd'hui j'étais dans un état de grâce, demain je ne sais pas, mais en même temps c'est ça, il faut toujours oublier finalement. Il ne faut jamais se dire, tiens, comment j'ai fait hier, Non, c'est toujours nouveau, c'est un truc que tu as absolument en toi parce que tu l'as... Est-ce que par exemple, quand tu travailles Après je me mets au piano, ne vous inquiétez pas. Mais quand tu as une œuvre comme ça que tu dois travailler, est-ce que c'est uniquement sur le piano que tu la travailles ou des fois ça peut être juste comme ça, regardant les partitions? C'est pas complètement idiot comme question. Non, c'est pas complètement idiot. Non, il y a regarder une partition loin de l'instrument oblige à une forme de concentration différente, parce que finalement, souvent, il faut reconnaître, on peut être au piano et être distrait, et penser un peu à autre chose et travailler un peu, justement, remuer les doigts un peu mécaniquement. Et est-ce que c'est utile? C'est pas sûr. Bon. Ah oui. Alors que, en effet, face à la partition abstraitement, ça oblige à entendre dans sa tête et à chanter intérieurement les lignes mélodiques et à trouver la structure aussi davantage sans se laisser prendre par le son. Mais bien entendu qu'après, il faut toujours... Ça suffit pas, moi j'ai beau me mettre comme ça devant une partition, c'est pas parce que je l'ai beaucoup regardé que... Je peux vous faire un petit morceau si vous voulez. Il n'y a pas eu beaucoup... Un oui, deux, trois oui. Non, il y en a plusieurs, tu vois, regarde. Est-ce que j'ai le droit d'écouter? Bah viens écouter, au contraire, je voudrais ton avis. Si jamais tu as un petit retour technique à me faire, tu es bienvenu, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Je peux vous jouer du Beethoven, du Haydn, du Mozart, du Shakespeare, du Champagne, du Chopin. Qu'est-ce que vous voulez? Chopin. Tu veux du Chopin? Ils ont dit champagne, mais... Mais ils sont vénaux. Oh non, faut jamais boire le champagne à midi, on sait, c'est très mauvais, ça fait des irritations. J'utilise les pédales ou pas? J'ai le droit? Ah bah oui, ça c'est très important, les pédales. C'est très important, parce que c'est ça qui prolonge le son. Oui. Mais pourquoi il y en a trois? Qui l'atténue. La pédale de gauche est dite una corda. Una corda, ça veut dire une corde en italien. Et en fait, ça déplace très légèrement, pour les pianos à queue en tout cas, ça déplace très légèrement le clavier sur la droite, parce que comme ça, au moment où le marteau, quand tu enfonces la touche, tu actionnes le marteau. Déjà, elle met son doigt là, c'est beau déjà. C'était pas de la percussion. Le marteau ne frappe plus qu'une seule corde sur les trois. Ah non, mais moi je vais... Donc una corda. Et la pédale de droite sert à maintenir. Quand je commence à jouer, il sort. Bravo. Bon, je fais juste un tout petit peu de Chopin. Comme ça, je vérifie, tu vérifies. Ouais. Son prénom, c'est... Frédéric. Voilà, ça c'est Chopin. Est-ce que vous voulez... Ça va? Je vais juste... Non mais je peux faire... Elle s'est jetée un peu sur la bête. Tu trouves que je me suis jetée sur la bête? Ah oui, tu t'es jetée sur la bête. Et il y a ça. C'est un chant. Hein. Et après...
tu vois, il y a des effets de vocalise et il faut aimer cette ligne parce que et là, non, mais c'était un peu rapide aussi, un peu trop Tu vite. veux du Mozart? Je peux faire Mozart. Allez, Mozart. Enfin, Amadeus. je touche du bois. Tu la connais celle-là? Voilà. Oh là 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 là, ça c'est un patchwork. Je pense que je te laisse le piano, je te laisse la bête. Non mais ça, c'est une symphonie. C'est très difficile ça. C'est une symphonie pour orchestre et ça se joue pas au piano. Mais ça fait rien, tu as le droit de... Il y a des... Ok, alors Tu as le le droit dernier. aux transcriptions parce que Franz Liszt, il a transcrit des symphonies de Beethoven pour le piano. Donc, Bon, donc, je peux transcrire, Tu peux. moi, du Mozart Voilà. pour le piano. Si Liszt, il l'a fait. Alors, un truc un peu plus... Beethoven, voilà. Mais c'est 250 ans. Ah. De la mort ou de la naissance, d'ailleurs, on s'en fout. En général, c'est de sa mort ou de sa naissance? Là, c'est de sa naissance. Il est né en 70. 1700. 1770. Hein? Comment j'entends pas? Ah, Voilà, je te laisse le piano, Anne, je te laisse le piano. c'est pas la bonne tonalité. C'est pas la bonne tonalité. Parce que tu as fait. Ah, tu as fait. Mais tu as le droit de transposer aussi. Tu as le droit de transcrire et transposer. Non, Mais je en fait, c'est. Ah, ça n'a rien à voir. Tu as vu la tragédie qui arrive? Tu as vu comment... Assieds-toi sur le tabouret, je t'en prie, Anne. Tu as vu comment ça se décolle dès que tu... Ah oui, ça n'a rien à voir. Alors- C'est fou. Mais je vais pas le jouer lent. Ça n'est pas. Je le dis au passage parce que dans les mauvaises éditions, on fait ça et en fait c'est plus plat d'avoir une sixte que d'avoir la septième qui est. Tu entends la différence? Je te le refais. Bah bien sûr, ça n'a rien à voir. Bah oui. Et c'est ça le vrai truc. Oui. Bon. Et comment on a pu faire une erreur pareille? Non mais vraiment? Oui, je ne sais pas où ça se passe, mais de même, c'est pas la lettre à Élise, c'est la lettre à Thérèse, mais ça c'est pas grave. C'est une arnaque, il s'est fait arnaquer le pauvre Ludwig. Oh là. On l'a emmené dans la mauvaise direction. Oui. Non, mais je n'ose pas m'enquérir de l'heure pour parler simplement. Ça va. Ça Ça Non, va, non? parce que tu as des questions encore. Ah bah là, je pense que c'est foutu, là. Alors là... Non? Piano. Je pense qu'il est temps que... Je peux rester quand même? Alors, je vais commencer, parce que là j'ai les mains quand même assez froides. Je vais commencer par une transcription, puisque je parlais des transcriptions. Oui, en tout me à l'heure. regardant, oui. Faite par les grands compositeurs entre eux se transcrivaient. Ça, c'est justement, Liszt a transcrit Beethoven, donc il savait de quoi il retournait. Et là, c'est une transcription de Jean-Sébastien Bach lui-même d'un menuet. Non, d'ailleurs, je dis une grosse bêtise, parce que Jean-Sébastien Bach a transcrit Vivaldi et Marcello. Mais en revanche, ce que je vais vous jouer, c'est un menuet de Handel qui a été transcrit, lui, par un grand pianiste allemand, Wilhelm Kempff, et qui jouait aussi de l'orgue. Donc, il a utilisé sa connaissance de l'orgue pour enrichir cette transcription. Je vais me mettre là pour bien entendre toutes les notes.
c'est un peu sérieux. Mais... Je sais pas vous, mais moi, à un moment, j'ai envie de pleurer. Il y en a aussi qui ont envie de pleurer, maman? Oui. Même un garçon alors aussi, c'est vrai? C'est Ah peut-être oui, pas à un moment le but. donné où t'es peut-être juste... il vient te parler dans... T'as plongé dans mon âme? Là, pour le coup. Ah, ben écoute, si, en effet, c'est réciproque, c'est beau de plonger dans l'âme de celui qui écoute, oui. Mais peut-être que c'était un choix un peu grave pour ce moment, dans une rencontre avec Emma la clown, et puis je joue ça, c'est peut-être... J'espère que ça jette pas un froid. Non, il faut que tu mettes un petit peu maintenant. Un petit peu plus. Alors, mais en fait, jeter un froid, c'est mes doigts qui ont froid. Donc, c'est la température autour qui jette un froid. C'est important, c'est vrai que, ça soit bien chauffé. C'est mieux, c'est mieux. Mais je vais essayer. Alors, à froid, on va voir ce que ça donne. Ah bah voilà. Voilà. T'as vu comment j'étais, moi, à froid, alors? D'ailleurs, c'est vrai, il est très très froid. Alors, parce que tu fais un peu d'action, et c'est une pièce un peu plus virtuose, évidemment, de Chopin. Chopin, de mon ami. Frédéric, la fantaisie impromptue, qui est au fond un des tout premiers morceaux qu'on joue enfant, enfin jeune, disons, pour approcher le frisson de la virtuosité. Mais mine de rien, au début, on se dit que c'est assez simple. En fin de compte, c'est curieux ça aussi, l'histoire de la difficulté des pièces. Parfois, des pièces qu'on trouvait faciles, tout à coup, on va les trouver difficiles, et d'autres qui se simplifient. C'est très bizarre, cette histoire de la difficulté. Au fond, tout est difficile. Enfin bref, voici la fantaisie impromptue de Frédéric.
et tout ça avec 2 mains. On dirait qu'il y en a 3. C'est dingue. Mais je dois dire au passage que on parlait tout à l'heure des partenaires à découvrir. Celui-là, c'est une sacrée belle bête. Hein. Il est bien? Ah oui. Je le garde. Il est bien, c'est vrai? Ah oui, il est très beau. Oui. Mais je l'ai senti aussi, j'ai senti aussi. Oui. Mais tu sais quoi, j'aimerais bien... Est-ce que tu penses que je pourrais maintenant, quand tu fais des concerts, venir m'asseoir là et te regarder? J'adore, vous auriez vu son visage, il y avait un dialogue entre toi et la bête, entre toi et Chopin, Frédéric, mon ami, t'étais vraiment... Et tout à coup, je pourrais? Je suis pas sûre parce que, pour tout avouer, je n'aime pas qu'il y ait des personnes là parce que justement... Je t'ai dérangé? Non, tu m'as pas du tout dérangé. En fait, j'ai pas regardé par là. Parce que c'est pas toi, tu dois pas te sentir visé, c'est le fait qu'il y ait une personne précise. J'aime qu'il y ait, aussi en tant qu'auditrice d'ailleurs, qu'il y ait une certaine pénombre dans la salle et qu'on soit un peu, que ça se fonde un peu, qu'on soit... Et là, s'il y a tout à coup un visage vraiment avec son identité, avec son histoire de visage, je peux être distraite. Ça pourrait être le buste de Frédéric Chopin qui serait là. Non. Oui, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop précis, pas trop précis, disons. Non, en même temps, tu as raison, si c'est comme un navire, oui. Faut rien de vent, faut pas de rescif. De vent. Merci beaucoup, Anne. Merci, un grand merci à Anne, vraiment un grand merci. Hein. Non, mais merci à vous. Ah là. Allez au concert. Ah oui, c'est l'heure. Hein. Ah non, un grand merci. Hein. Et on n'a même pas pris de thé. On n'a pas pris de thé. On n'a pas pris de thé, mais c'est pas grave. On n'a pas pris... Non, mais tu en veux maintenant? Non, ça va. On n'a plus le temps. On n'a plus trop le temps parce qu'il y a un concert ce soir, il répète à 14h, il faut sortir, nettoyer la salle, passer l'aspirateur, tout ça. Non, j'espère qu'on va repartir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Repartez avec les merveilles que tu as dites, les merveilles que tu as entendues de la musique, quoi. Hein? Quel niveau, hein? Merci, Anne. Non, mais allez au concert. Voilà le message. Allez au concert et faites aussi autour de vous, soyez prosélytes, je suis très triste, entre parenthèses, à cause de cette histoire de virus. Je me dis que le piano dans les gares, maintenant, on ne va plus oser jouer dessus. Parce qu'il y aura... Voilà, on vous dit qu'il ne faut pas prendre les poignées de porte. Alors, pour le coup, les pianos dans les gares, ça pullule de bactéries, ça, c'est sûr. Alors, en tout cas, si vous avez des enfants autour de vous, emmenez-les aussi au concert, faites qu'ils pratiquent la musique, que ça fasse partie de leur vie, de leur bagage, que ça soit naturel. C'est un besoin naturel, si l'on peut ainsi dire, que la beauté, évidemment, et la musique en particulier, faites-les chanter avec eux, chanter en canon. Voilà. Donc, il faut vraiment... L'éducation nationale n'est pas assez consciente de ça, et le ministre de la Culture, évidemment, non plus. Il n'y en a pas... Non, mais c'est, disons, le ministre lui-même, enfin, et quoique lui, Jean-Michel Blanquer, il est plus intéressé par la musique que le ministre de la Culture. Mais en tout cas, il faudrait vraiment que tous les enfants sachent que ça existe et que ça les concerne. Tu le sais, toi, gamin, qui est devant, là? Tu fais de la musique? Bravo! Très difficile, le violon. Au début, très difficile. Pire que le piano au début. Non, mais c'est bien, puis ça fait... Puis... Bravo. Tu as quel âge? Bon, alors, tu lâches pas. Hein. Interdit. Hein? Tu continues. Alors, j'ai le coutume de dire, en mettant la main sur la tête des enfants, voilà, une boîte crânienne, il y a plein de synapses, là, tu sais, à l'intérieur, il faut connecter tout ça. C'est maintenant que tu peux le faire et ça marche très bien. Et après tout, tu te laves les dents tous les jours, 2 fois par jour, à peu près. J'espère. Non? Tu te laves les dents tous les jours? Bon, alors, avant de prendre ton violon, ça doit être pareil, ça doit être automatique, tu ne te poses pas la question, tu dois le faire. Alors, Beethoven disait « Es muss sein », ça doit être. Es muss sein. Voilà. Merci, alors, bon appétit, merci Anne. Merci à vous tous. Merci à toi. Bye. Bravo.